Au lendemain du communiqué de la justice militaire annonçant l'ouverture du jugement de l'affaire Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, les avocats des familles des victimes réagissent. Ils disent leur satisfaction et leur optimisme de voir le bout du tunnel et assurent que dans la forme, les conditions sont réunies pour la tenue du procès. Vous les entendrez dans quelques instants. Dans ce journal, nous consacrons une bonne place à la situation des barrages au Burkina Faso. Des centaines de retenues d'eau en état de dégradation et d'autres qui menacent de céder. C'est le constat qui se dégage dans l'ensemble. Les explications et les solutions envisagées sont à suivre dans ce 21 qui reçoit le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Entretien à suivre dans une dizaine de minutes. L'actualité, c'est également Ferdinand Compaoré et Victorine Guissou, nos représentants aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le ministère des Sports leur apporte du soutien avant le départ pour la capitale japonaise. Dans quel état d'esprit se trouvent nos représentants? La réponse dans les derniers instants de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. Ce mercredi 18 août, un convoi civilo-militaire est tombé dans une embuscade entre Arbinda et Gorgachi dans la province du Souma, région du Sahel. Le bilan, selon l'agence d'information burkinabé, fait état de 30 civils, 14 gendarmes et 3 volontaires pour la défense de la patrie décédés. Côté ennemi, on apprend que plusieurs terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. Cet après-midi, à la primature, il a été question de la contribution de l'OADA pour justement relever les défis sécuritaires mais aussi économiques au Burkina Faso. Et sur le sujet, le chef du gouvernement a reçu le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le point de l'alliance avec Kwale Nebié et Maïmouna Traori. Le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA en visite chez le Premier ministre. Une visite de courtoisie, mais aussi des moments d'échange sur l'organisation. Il a sollicité l'accompagnement du chef du gouvernement pour l'organisation des activités de la structure. Aussi, lui a-t-il remis un échantillon des productions de l'OADA. Essentiellement, il s'agissait de remettre le traité accompagné des actes uniformes qu'on appelle le code bleu, qui est un code à côté du code vert. Et également, il a été question de remettre les instruments qui sont proéminents dans le cadre d'une bonne gouvernance et d'un management efficient de nos institutions. Tout ça pour dire à son Excellence que l'OADA est là comme instrument à sa disposition, prêt à accompagner le Burkina Faso dans tous les défis que le pays aura à relever dans le cadre aussi bien de la crise sécuritaire et de la relance économique, les deux étant consubstantiels. Il a été également question de remettre les axes stratégiques qui sont les différents chemins, les différents projets que l'OADA entend entreprendre pour les quelques années à venir, à l'intérieur desquels il y a quand même des projets innovateurs, comme par exemple la possibilité pour l'OADA d'accompagner les milieux d'affaires publics et économiques et agir dans le sens de la promotion des investissements. Professeur Emmanuel Darankoum a informé le Premier ministre de la signature d'un accord entre l'OADA et les hautes études de Montréal, un partenariat qui pourrait faciliter la formation des cadres et dirigeants d'entreprises des pays membres de l'organisation. Dans l'actualité ce soir, c'est un satisfecit général dans le QG des avocats des familles des victimes dans l'affaire Thomas Sankara. Une satisfaction exprimée au lendemain de l'annonce du jugement de l'affaire Thomas Sankara pour octobre prochain. Pour les avocats, toutes les conditions sont réunies pour la tenue du procès, même en l'absence des principaux accusés que sont Blaise Compaoré et Yacinta Kafando. Explication avec Amadou Ilboudo et Draman Guéné. 11 octobre prochain, un rendez-vous du tribunal militaire très attendu dans les rues de Ouagadougou. Enfin, un jugement programmé pour le président Thomas Sankara et ses 12 compagnons après 34 ans d'attente. Que de péripéties et d'inquiétudes. Je veux qu'on fasse ça pour que tout le monde ait la paix, quoi. Pour que les dossiers soient clos une bonne fois pour toutes. Sinon, nos petits-enfants même vont parler de ça. Mais la question reste à savoir si et seulement si il y aura une vérité à la fin. On l'applaudit tous. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'est pas content de cela. Mais toujours est-il qu'il y ait la vérité. Il peut y avoir justice, mais ça dépend. En dépendance à ceux qui veulent juger, là même, ils n'ont qu'à se mettre au sérieux pour juger. Pour que quand même la vérité éclate. Justice sera dite, foi des avocats des familles des victimes.
Pour eux, l'instruction est bouclée à la perfection. Des évidences sont là, évidences qui pourront asseoir la conviction du juge sur certains aspects. Y a-t-il eu atteinte à la sécurité de l'État? Oui, le régime du CNR a été remplacé ce 15 octobre. C'est une vérité de la police. Y a-t-il eu assassinat? Oui, il y a eu assassinat. Y a-t-il eu complot? C'est une évidence. Ce n'était pas un événement accidentel. Donc, pour nous, si c'est la recherche de la vérité, il y a un ensemble d'éléments, en tout cas, qui permettent d'asseoir la manifestation de la vérité. Mais qui est l'auteur de ces faits? C'est bien pour répondre à cette question qu'une dizaine de personnes sont mises en accusation. Parmi elles, 2 absents, le président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. Un mandat d'arrêt international est émis à leur rencontre, mais qu'ils comparaissent ou pas, le jugement va se tenir, la loi prévoit ce cas de figure. Et leur absence n'enlève rien à la manifestation de la vérité. Une personne peut être présente à un procès et puis décider de ne pas dire la vérité. Une personne peut être présente à un procès et décider de garder le silence. Donc ce n'est pas la présence au procès qui contribue forcément à la manifestation de la vérité. C'est la discussion des éléments de preuve qui permet au tribunal effectivement d'asseoir une certaine conviction. Beaucoup de pièces à conviction sont à la disposition du juge, même que de nombreux témoins de première source sont encore vivants et bien lucides pour relater des faits. Il y a des personnes qui ont pris part au commando qui a assassiné donc Thomas Sankara et ses compagnons, qui sont toujours vivantes, c'est vrai, d'autres ne sont plus de ce monde, mais ceux qui sont encore vivants, bien entendu, ils ont suffisamment donné des éléments sur ce qui s'est préparé depuis la préparation jusqu'à l'exécution de leur projet. Témoins, co-accusés, pièces à conviction suffisent largement au juge pour rendre le jugement en cas de non-comparution des 2 accusés. C'est le jugement par contumace et c'est le chemin qui se dessine dans le cas de figure si les choses restent en l'état. Deuxième titre de l'actualité, nous parlons de la situation des barrages au Burkina Faso. Plus de 500 barrages à toutes catégories confondues sont en état de dégradation à travers le pays. Comment expliquer cette situation et comment y remédier? Élément de réponse dans ce dossier que nous signe Ahadi Sandamba. Voici les dernières images de la digue du barrage de Zéguédéguin dans la province du Namantenga. C'était le 15 août dernier. La digue du barrage a finalement cédé sous le poids de l'âge. Une situation d'autant prévisible car il y a 1 mois de cela, la directrice générale des infrastructures hydrauliques a appelé la population à la prudence au vu de l'état de dégradation avancé de l'ouvrage. C'est un barrage routier et sa rupture isole les communes du nord de cette localité de la capitale provinciale Boulssa et des communes du sud. Et pour accéder aux communes du nord, il faut désormais passer par Kaya dans le Samantenga. Avec une capacité de plus de 8,5 millions de mètres cubes, le barrage de Zéguédéguin a été construit en 1987. À la mi-juillet, la directrice générale des infrastructures hydrauliques, après constat, proposait 2 solutions pour restaurer le barrage. Faire des travaux de protection du déversoir ou encore une réhabilitation totale du barrage, après bien entendu une étude complète. Mais ni l'un ni l'autre n'a pu se réaliser. Depuis ce dimanche, le barrage se vide de son eau. Pourtant, c'est le poumon économique de la province du Namantenga, avec 52 hectares de riziculture et plus de 100 hectares de culture maraîchère chaque année. Autre lieu, autre réalité. Ce barrage, lui, n'a pas encore totalement cédé, mais son déversoir est presque inexistant. L'eau a tout détruit sur son passage. Du déversoir, voici ce qui reste. Des débris de béton par-ci, des cailloux par-là. En lieu et place, c'est un trou béant qui ne cesse de s'élargir. Le barrage se vide de son contenu. Ces images ont été tournées en juillet dernier. Nous sommes à Lélexé, un village dans la commune rurale de Zitenga, dans le plateau central. Pourtant, en 2009, une réhabilitation avait été faite à ce niveau en vue de renforcer davantage le déversoir du barrage. 10 ans après, le déversoir du barrage de Lélexé ne tient plus. Malheureusement, l'érosion a eu raison de l'ouvrage. Depuis maintenant 3 années, les exploitants des périmètres agricoles ne cessent de raccommoder cette partie du barrage. À chaque début de saison pluvieuse, ce sont plusieurs milliers de centaines de francs CFA qu'ils injectent ici dans l'espoir de contenir l'eau pendant longtemps. C'est également un barrage routier qui relie plusieurs localités de la commune de Zitenga. Réalisé en 1987 également, le barrage de Lélexé a une capacité de 2 millions de mètres cubes.
Le barrage de Zéguédeguin et celui de l'Élexé font partie des 500 barrages du Burkina Faso dont l'État est en quête de financement pour leur réhabilitation, nous confie la directrice générale des infrastructures hydrauliques. Et pour aller plus en détail sur le sujet, et comme annoncé, nous sommes avec le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Ousmane Nakro. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Kawé. Alors, de nombreux barrages qui cèdent ou qui menacent à décéder à travers le Burkina Faso. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette dégradation des retenues d'eau? Je voudrais, avant de répondre à votre question, avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés aujourd'hui sous les balles assassines des terroristes, souhaiter un prompt et total rétablissement à nos blessés. Donc, comment expliquer la rupture de ces ouvrages? Vous savez que le Burkina Faso, pays sahélien, a un problème de ressources en eau, parce que nous avons des ressources en eau limitées. Donc, si nous avons des ressources en eau limitées, la construction des barrages constitue un levier important pour le développement socio-économique de notre pays. Et pour cela, donc, l'État a décidé d'investir suffisamment sur ce secteur en réalisant ou en essayant de réaliser des ouvrages pratiquement sur l'ensemble du territoire de notre pays. Maintenant, nous avons plusieurs autres facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène, notamment cette triste image que vous venez de présenter. Nous avons un parc d'environ 1100 barrages. Et sur les 1100 barrages, nous avons 40% de ces barrages-là qui sont dans un état de dégradation très avancé. Nous avons 50% de ces barrages qui ont un état de dégradation moyennement avancé. Et seulement nous pouvons dire que 10% sont des barrages en bon état. Et ces barrages ont un âge moyen autour de 30 ans. Pour les cas que vous avez présentés, nous pensons que des facteurs donc, comme le vieillissement, des facteurs comme le manque d'entretien de ces ouvrages, des facteurs également comme, j'allais dire, des insuffisances dans les études, voire même dans la réalisation de ces ouvrages, sans oublier également et les effets de changement climatique, où nous assistons aujourd'hui à des précipitations importantes avec, j'allais dire, des périodes très rapprochées, sans oublier et l'effet aussi de certains sauriens comme les crocodiles qu'il ne faut pas négliger, qui au niveau de la cuvette du barrage cherchent souvent à trouver leur gîte, et pour cela ces sauriens-là n'ont rien d'autre à faire que de creuser dans la digue pour trouver un espace et se loger. Et comme on l'a vu dans le reportage, il y a quand même un manque de suivi et d'entretien de ces ouvrages-là qui a été donc constaté et relevé même par la directrice régionale, je pense. Qu'est-ce qui empêche cela? Oui, il y a une insuffisance, j'allais dire, dans le suivi. Sinon, au niveau de chaque barrage, il existe les usagers qui s'organisent à travers les comités des usagers. Et ces comités-là regroupent pratiquement tous ceux qui sont donc bénéficiaires de la ressource en eau autour de la retenue pour véritablement donc suivre ces ouvrages. Donc il y a un entretien. Il y a également nos agences de l'eau qui ont entre autres pour mission de veiller également donc au suivi de l'entretien de ces barrages. Nous avons nos directions régionales qui travaillent donc de concert avec les agences de l'eau à effectuer ces entretiens-là. Mais cependant, je dois avouer que cela n'est pas suffisant. Il va falloir également passer à une autre étape, parce que la sensibilisation seulement ne suffira plus. Il va falloir également impliquer d'autres acteurs pour que cet entretien-là soit effectivement une chose partagée par tous. Vous faites bien de le dire, puisque l'autre constat, ce sont les mauvaises pratiques autour de ces retenues d'eau. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une forme de laxisme? Oui, laxisme, peut-être. Je voudrais dire que nous sommes tous coupables de cela, parce que nous passons de temps en temps et nous vivons certaines situations où sur ces ouvrages-là, nous constatons que certains usagers utilisent leur motopompe
et en faisant passer leurs tuyaux en aval ou en amont du barrage pour pomper l'eau. Et en utilisant cette pratique, inévitablement la structure est touchée. Lorsque nous passons dans la digue pour faire passer un tuyau d'un côté à l'autre, nous ne faisons que fragiliser notre ouvrage. Je voulais aussi vous informer que tout récemment, à Tinkodogo, nous ne sommes pas restés que sur la sensibilisation parce que un procès s'est tenu justement par rapport à un usager qui avait utilisé des mauvaises pratiques et ce dernier a été sanctionné. Je voudrais enfin ajouter qu'il existe au niveau de nos 13 régions la police de l'eau, composée par, c'est vrai, les éléments de la direction, mais également par des OPJ qui travaillent à faire en sorte que les bonnes pratiques soient véritablement la chose la mieux partagée. Mais je reconnais avec vous qu'il y a encore des efforts à fournir également sur cet aspect. Alors, revenons aux barrages qui ont déjà cédé. Est-ce qu'ils seront réhabilités dans le meilleur délai, disons? Nous avons reçu des plus hautes autorités de ce pays des instructions fermes pour préparer un dossier et travailler à ce que ces ouvrages-là puissent être réhabilités. Nous ne pouvons malheureusement pas en l'état effectuer quelque chose pour amener les ouvrages dans leur état initial. Nous allons patienter le temps que le niveau des eaux baisse pour que nous puissions mener des études sans précipitation, lesquelles études nous permettront donc d'avoir les éléments qui nous donneront le coût et la nature des travaux également à réaliser. Donc je peux affirmer ici que ces ouvrages non seulement seront reconstruits ou réhabilités, mais d'autres ouvrages qui attendent également d'être construits ou de réhabilités le seront également. Alors, tout ceci intervient dans un contexte où beaucoup de localités demandent encore la construction de retenues d'eau. Justement, quelle est la politique de votre ministère en la matière? Bien, au niveau de notre ministère, nous inscrivons notre contribution au niveau de l'atteinte de l'axe, de 2 axes au niveau du PNDS 1 2021-2025, au niveau donc de l'objectif stratégique qui est l'accès pour tous et de façon durable à l'eau et à l'assainissement. Et pour donc réussir ces 2 objectifs stratégiques, nous allons travailler à intensifier la réalisation des postes d'eau autonomes dans lesquels nous nous sommes inscrits depuis. Nous allons également réaliser des adductions d'eau potable et simplifiée. Nous allons continuer la construction et la réhabilitation des barrages. Nous avons du côté de l'ONEA la réalisation d'un nombre important de bonnes fontaines. Je voudrais signaler en passant déjà qu'au niveau de Ouagadougou, il y a 131 bonnes fontaines qui sont réalisées et nous allons donc continuer à mettre en œuvre le programme qui est le nôtre, à savoir donc travailler à améliorer le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour tous ces éléments d'information. Et je rappelle donc que nous recevions Monsieur Ousmane Nakro, ministre de l'eau et de l'assainissement. Merci en tout cas d'être passé nous entretenir sur la situation des barrages au Burkina Faso et les perspectives en la matière. C'est moi qui vous remercie. Et dans la suite de ce journal, nous vous donnons les nouvelles de la campagne agricole dans la région du centre-ouest. Un constat dans quelques exploitations fait ressortir une bonne physionomie de la campagne dans cette partie du pays. Le ministre en charge de l'agriculture, qui était hier sur le terrain, a également constaté des hommes et des femmes engagés, notamment dans la production du riz. Le point de la visite avec Paul-David Bambara et Sébastien Zongo. Le ministre en charge de l'agriculture dans des champs de la région du centre-ouest. À Minbila, un village de la commune de Kokologo, dans le Boulkiemde, Salifou Ouedraogo et sa délégation découvrent l'exploitation de la coopérative Nongtapa. 8 hectares de taro pour un résultat attendu de près de 12 400 000 francs CFA. Fruit du labeur de 195 femmes encadrées par les techniciens de l'agriculture. On produisait pour manger seulement. C'est petit à petit, on a amélioré. Et puis on a su que si on part vendre aussi, ça bénéficie. Sinon, c'était pour produire manger seulement. Au secteur 5 de Réau, dans le Sanguier, Dame Epima Kangouro reçoit les encouragements du ministre et sa délégation
pour avoir réussi 4 hectares de niébé sur des terres arides qu'elle a fait produire avec l'accompagnement des techniciens. À Cordier, Bassolman Baïli a lui réussi à récupérer 8 hectares de terres arides. Il présente 6 hectares de sorgho, 1 hectare de maïs et un autre de niébé avec plus de 3 millions de francs CFA de résultats prévisionnels. Un sol qu'on ne pouvait même pas produire, l'herbe même ne poussait pas. J'ai commencé à récupérer en faisant des ailes, en utilisant la fumure organique. J'ai vu entre-temps aussi l'eau circule beaucoup. J'ai aménagé ça avec des cordons pieurés. Donc quand une petite pluie tombe seulement, l'eau qui reste dans le sol dépasse ce qui va ruisseler, partir. Donc c'est ça qui fait que mon exploitation a changé. À Kelma, un village de Sabou, dans le Boulkemdé, une quarantaine de femmes demandent un soutien pour étendre leur exploitation de 2 hectares de riz dans un bas-fond extensible à 50 hectares. Plus loin à Didir, le ministre de l'Agriculture visite 100 hectares de riz produits de plus de 1100 producteurs et productrices. Des visites qui permettent au ministre de prendre la situation de la campagne agricole dans la région du centre-ouest. Les pluies se sont installées au niveau de la deuxième décade du mois de mai. Et depuis cette installation, elles sont assez régulières. Mais nous avons constaté que sur 15 postes pluviométriques, il y a 3 qui sont déficitaires, notamment Sabou, Sapui et Kassou. Mais avec ces pluies qui sont devenues régulières, nous pensons que, en tout cas, la tendance est que cette pluviométrie est nettement mieux que l'année passée. Le centre-ouest poursuit un objectif régional de production de 500 000 tonnes de céréales, dont 36 000 tonnes de riz. Et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, le Burkina Faso peut également compter sur ses partenaires étrangers, parmi eux la Chine qui fait au Burkina Faso un don de plus de 5 000 tonnes de riz. Ces vivres, dont la valeur est estimée à 4 milliards de francs CFA, seront prioritairement destinés aux personnes déplacées internes. La cérémonie de remise s'est déroulée hier à Ouagadougou et nous voyons cela avec Adama Giti et Sekou Zongo. Plus de 53 000 tonnes de riz offerts par la République populaire de Chine au Burkina Faso. À travers ce geste symbolique, c'est environ 4 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour réaliser ce don de vivres. Un don pour accompagner les populations burkinabè en cette période dite de soudure. Ça doit être un projet qui est depuis longtemps justement pour répondre aux besoins alimentaires. Surtout sur le contexte sanitaire et sécuritaire plus ou moins difficile ici au Burkina Faso. Et puis aujourd'hui, ça doit être la remise de la dernière tranche de ce don, 5331 tonnes de riz, qui arrive justement à temps. J'espère que ça peut donner un soulagement pour surtout les personnes déplacées. Troisième du genre, ce geste traduit l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la Chine. Et cette aide alimentaire d'urgence est hautement saluée par les bénéficiaires. Nous avons une population vulnérable qui s'augmente de jour en jour avec ces déplacés internes. Et nous avons déployé des moyens qui ne sont pas suffisants. Et donc ce don vient contribuer aux actions qui sont déjà engagées. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine en 2018, que de retombées en faveur des populations, de la coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la formation professionnelle et de la santé, l'axe Ouagadougou-Pékin se consolide au fil des années. L'actualité au ministère de la Santé, c'est le lancement ce mercredi d'une étude séro-épidémiologique du Covid-19 au Burkina Faso. Il s'agit d'une enquête qui devrait permettre de savoir la situation réelle des personnes ayant été en contact avec le virus. Elle permettra également une meilleure connaissance du comportement du virus pour l'adapter à la stratégie de riposte. Plus d'explications avec Amadou Ilboudo et Issa Kanana. Le cassé Covid-19. Une étude séro-épidémiologique de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Une enquête du ministère de la Santé pour avoir une idée exacte avec des chiffres à l'appui sur la situation du Covid-19 dans l'ensemble des 13 régions du Burkina. L'ambition affichée,
recueilli les avis des Burkinabés sur la maladie et leur perception sur les vaccins contre le Covid-19. Les tests que nous réalisons au quotidien ne permettent pas d'avoir une idée sur la prévalence de la maladie sur toute l'étendue du territoire. Les chercheurs se sont engagés pour nous proposer une méthodologie qui nous permet de dire à l'instant T qu'est-ce qui se passe dans le pays en matière de Covid, quelle est l'étendue de la question et du problème de façon chiffrée. Des ménages ont été sélectionnés et des chercheurs vont passer pour échanger avec les membres de la famille et procéder à un prélèvement sanguin afin que nous puissions avoir des résultats plus tard. Je saisis l'occasion qui m'est offerte ce matin pour annoncer donc cette étude à toute la population, de réserver un accueil chaleureux aux chercheurs. La collecte des données couvrira les mois d'août et de septembre 2021. Les résultats de cette étude, selon le ministre de la Santé, devraient permettre au gouvernement de comprendre non seulement l'incidence réelle de la maladie à coronavirus au Burkina, de planifier des stratégies de riposte et une prise de mesures d'intervention pertinentes. Le cas Covid-19 est déjà en cours à Ouagadougou depuis le 12 août dernier. Et puis en marge de cette rencontre, le ministre de la Santé a annoncé une décision qui va entrer en vigueur dans les prochains jours. Cette décision, c'est l'obligation d'avoir le pass sanitaire pour toute personne devant participer aux rencontres organisées par le ministère de la Santé. Sur le motif de cette décision, nous suivons le professeur Charles Maïwe Drago qui s'exprime au micro de Amadou Ilboudo et Issa Kanana. Nous allons prendre cette décision bientôt pour faire en sorte que toutes les réunions du ministère de la Santé, organisées par le ministère de la Santé, réunissent des personnes qui sont à jour sur le plan vaccinal. Car les réunions se passent dans des salles closes et ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont pas le droit de contaminer les autres. Donc nous devons nous-mêmes, agents de santé et acteurs du système de santé, nous discipliner d'abord. Donc très bientôt, nous allons sortir cette note pour rendre obligatoire la présentation du pass vaccinal avant l'accès à toutes nos salles de réunion organisé par le ministère de la Santé et ses partenaires. Dans l'actualité également, les fortes pluies tombées ces derniers jours à Ouagadougou font des mécontents chez les populations riveraines du boulevard Tansoba. Les dégâts provoqués par ces pluies sont importants et les riverains pointent du doigt l'entreprise en charge des travaux de réhabilitation de la circulaire. Et pour manifester leur désarroi, ce matin, ils ont dressé des barrières sur la principale voie concernée. Constat avec Alidou Badini et Oumou Sissé. Impossible de circuler sur le boulevard des Tansoba ce matin. Route barrée entre la pédiatrie Charles de Gaulle et la maison de la femme. Excédés, les habitants des arrondissements 11 et 5 riverains de la circulaire expriment leur colère. La grosse pluie d'hier a été pour eux la goutte d'eau de trop. Toutes les maisons ou presque ont été inondées pour la énième fois. Les manifestants pointent un doigt accusateur sur la société responsable des travaux de réhabilitation du boulevard et des caniveaux. Notre mécontentement est dû justement aux inondations à répétition que nous vivons depuis le début des travaux de réaménagement du boulevard de Tansoba. De mémoire, depuis les inondations du 1er septembre 2009, on n'a jamais vécu autant d'inondations depuis que les travaux ont commencé. Depuis 3 jours, nous avons les pieds dans l'eau. Nos maisons sont inondées et on ne sait plus quoi faire. Nous vous demandons juste de nous aider à sortir de cette situation. Dans cette cour, de l'eau jusque dans la maison. Le propriétaire a dû se résoudre à acheter une motopompe pour évacuer l'eau de pluie. Tous ici exigent des solutions urgentes. Les premiers responsables des arrondissements 11 et 5 sont là pour calmer la tension. Nous sommes venus d'abord dans un premier temps compatir à leur peine et leur demander pardon au nom du conseil municipal et au nom du gouvernement en attendant que qui de droit puisse aussi faire la démarche. Et nous leur avons dit que, fort du constat de ce matin, nous allons nous impliquer
pour qu'une solution soit trouvée. Message bien reçu, sur le champ les barrières sont levées pour permettre la reprise de la circulation. Les manifestants repartent avec l'espoir de solutions idoines dans les meilleurs délais. Les Rouga, une communauté d'éleveurs pasteurs, mais aussi une communauté engagée dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Venus de l'espace CEDEAO, ils se sont retrouvés à Bitou dans le centre-est pour échanger sur leur contribution à la lutte contre l'extrémisme violent. Les défis de la transhumance étaient également au menu de cette concertation initiée par l'Union nationale des Rouga du Burkina Faso. Le compte-rendu de Aimé Douamba et Bernard Diassou. Ils sont venus des 5 pays d'Afrique que sont le Burkina, le Niger, le Bénin, le Ghana et le Togo. Ces éleveurs pasteurs apprennent part aux travaux des 72 heures du pasteur et de l'agro-pasteur dont l'objectif vise la meilleure gestion de la transhumance face aux défis sécuritaires. Initiés par les réseaux Bilital, Marobé et l'Union nationale des Rouga du Burkina, ces travaux de concertation et de réflexion ont permis aux participants d'engager une analyse profonde sur les enjeux et les défis du pastoralisme dans l'espace CEDEAO. On a dit même, dans 2 jours là, on va installer les Rouga des frontières. Tous les frontières où que les transhumances est traversé, on va installer un Rouga, il va regarder comme les difficultés de transhumance là. Le gouvernement burkinabé, pour sa part, a salué cette rencontre des éleveurs et pasteurs nationaux ou transfrontaliers et du même coup interpelle l'ensemble des organisations sous-régionales à accompagner les Rouga dans la mise en œuvre de leur plan d'action. Le gouvernement est disponible à les accompagner. Vous savez, le contexte d'insécurité actuel nous amène à repenser quel type de pastoralisme, en tout cas, envisager, de sorte à ce que nous puissions sécuriser effectivement nos cheptels. Nous sommes là pour aussi les accompagner, les appuyer et voir donc quelles sont les valeurs culturelles qu'on peut aussi mettre en exergue pour pouvoir apaiser les tensions qu'il y a souvent entre les éleveurs et les populations. Ces 72 heures de réflexion du pasteur et de l'agro-pasteur qui s'achèvent aujourd'hui ont été l'occasion pour l'Union nationale des Rouga du Burkina de tenir son assemblée générale statutaire, ce qui a permis de renouveler son organe dirigeant et de procéder à la mise en place de l'organisation fêtière des Rouga de l'espace, CEDEAO, dénommée Plateforme des Rouga de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé PRAO, ou Walde Rougabe. Dernier titre de l'actualité ce soir, après les Jeux olympiques à Tokyo, la capitale du Japon accueille de nouveau des sportifs pour une compétition similaire. Il s'agit des Jeux paralympiques qui se tiendront du 25 août au 5 septembre prochain. Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré représenteront le Burkina Faso à cette compétition réservée aux personnes vivant avec un handicap. Avant leur départ pour Tokyo, ils ont reçu le soutien et les encouragements du ministère des Sports et des Loisirs, Rasmani Sundi et Christelle d'Abri et Paris. Une présence qui se veut honorable. Pour sa 7e participation aux Jeux paralympiques, le Burkina entend s'illustrer. Il compte sur la médaille de bronze d'Afrique Victorine Guissou au lance de poids et javelot et sur Ferdinand Compaoré aux 100 mètres, 1500 mètres et au saut en longueur malvoyant. Au vu des performances que nous avons réalisées dans les différentes compétitions internationales avant les Jeux paralympiques, et surtout au niveau de la fille, je pense que c'est promettant. Les 2 étalons internés depuis quelques jours ne rechignent pas à la tâche malgré les moyens de bord pour le résultat escompté. Pour les stimuler, le ministre tutelle leur rend visite. C'est ce sentiment donc d'inclusion, de considération de ces athlètes qui sont des athlètes au même titre que les autres athlètes que nous sommes venus apporter ce soir. Depuis que je suis à la tête de cette fédération depuis 2008, nous n'avons jamais eu l'honneur de recevoir une visite d'un ministre, d'une personnalité du gouvernement pour nous accompagner lors de nos sorties. Réconfortés et motivés par les promesses d'un traitement égalitaire sur les primes servies aux représentants des JO, les 2 sportifs sont plus que déterminés à ramener une médaille. Moi, mes ambitions, c'est d'avoir une médaille pour le Burkina. Voilà, c'est ce que je mets dans ma tête seulement. Moi, je pars à Tokyo, toute heureuse, je suis contente. Bon, et je ne sens plus mon handicap même aujourd'hui. La délégation burkinabé bouge ce jeudi pour Tokyo pour les 16e Jeux paralympiques qui se tiennent du 25 août au 5 septembre.
Au total, 4400 participants se défient dans 22 sports répartis en 540 épreuves. Toujours dans le milieu du sport et en bref, nous avons appris ce 18 août le décès de Didier Noto, ancien sélectionneur des étalons de 1998 après la CAN à 1999, puis en 2007. Celui qui s'est éteint à l'âge de 73 ans a aussi été le sélectionneur des écureuils du Bénin. Et puis, je reprends pour vous cette information. Ce mercredi, un convoi civilo-militaire est tombé dans une embuscade entre Arbinda et Gorgachi, dans la province du Souma, région du Sahel. Le bilan, selon l'agence d'information du Burkina, fait état de 30 civils, 14 gendarmes et 3 volontaires pour la défense de la patrie décédés. Côté ennemi, on apprend que plusieurs terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h dans une présentation de Amadou Marceto. Merci de votre fidélité à la RTV.